François Bayrou veut-il sauver la France ou son propre avenir politique? Et avec quelles conséquences pour notre pays? Le vote de confiance du 8 septembre, vous le savez, sera déterminant. Les oppositions n'ont décidé de ne pas voter cette confiance. Du côté du socle commun, pour l'instant, c'est plutôt silencieux. On va en parler, en discuter avec nos invités, nos experts. Nathalie Saint-Cric est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bienvenue, éditorialiste politique pour France Télévisions. Yael Gauze est également avec nous. Bonjour Yael. Journaliste politique, éditorialiste politique pour France Info. Et on est également accompagné de Bruno Cotrez. Bienvenue. Bonjour. Politologue, chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Avant de vous entendre, de prendre vos analyses, si vous le voulez bien, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale. C'est là qu'on retrouve Martin Baumer. Martin, François Bayrou qui avait rendez-vous ce matin avec le socle commun, justement. Est-ce qu'on sait comment s'est passée cette rencontre, ce qui s'est dit ? Oui, parce que déjà, on va vous poser le contexte, parce que vous savez qu'hier, tout le monde a découvert un peu abasourdi au dernier moment la décision, le choix de François Bayrou, ministre compris. Ils l'ont appris, les ministres, juste avant la conférence de presse. Alors forcément, ce matin, déjà, il fallait faire une sorte de service après-vente. Et d'après ce qu'on sait, d'après nos informations, le Premier ministre pense encore, c'est ce qu'il a dit, que ça peut passer. Il a réuni ce matin le socle commun, c'était à Matignon. Il y avait Sophie Primas, qui est la ministre, la porte-parole du gouvernement. Il y avait Mathieu Lefebvre pour représenter Ensemble pour la République, Marc Fesneau pour le MoDem, Sylvain Berrios pour Horizon et Laurent Wauquiez était là, mais en visio. Ce qui s'est dit, c'est que ce n'était pas fini. Ça, c'est un participant qui dit que ce n'est pas fini, qu'il faut s'accrocher. En somme, que ça peut encore passer. Le Premier ministre a parlé d'heure de vérité. On sait que c'était le mot qu'il avait voulu faire passer d'ailleurs au moment de sa première conférence de presse, l'heure de vérité. Et ce qu'on sait aussi de sources de participants, c'est que tout le monde était plutôt soudé autour du Premier ministre. C'est le moment de faire bloc, a dit François Bayrou au sein de la majorité, notamment si derrière ça doit aboutir à une dissolution. Ça, c'est ce qu'a dit François Bayrou, tout en rappelant quand même que ce n'était absolument pas l'option voulue, souhaitée par le chef de l'État, par Emmanuel Macron. Solidarité, espoir, donc, confié ce matin au socle commun, même si très peu dans l'entourage de François Bayrou, parmi ses proches, pensent que ça peut passer foutu pour foutu, autant mettre les choses sur la table, c'est ce que me disait un proche. Mais la question sera maintenant de savoir pour la suite si les Républicains vont suivre et surtout s'ils vont suivre au complet. Et pour cela, il y a une réunion de groupe qui est prévue en visio pour les Républicains. Ce sera tout à l'heure à midi. Merci beaucoup Martin pour toutes ces explications. François Bayrou qui pense que ça peut encore passer. C'est intéressant. Nathalie, ça peut vraiment encore passer ou pas quand on sait que toutes les oppositions disent on ne votera pas? Il ne va pas dire c'est une opération kamikaze, je l'ai organisée exprès pour pouvoir partir par le haut et ça va mal finir pour vous. Vous serez en vacances le 8 au matin, dirait-il à ses ministres. Ils ne sont pas idiots ces ministres et le socle commun. Non, mais il y a une cohérence dans sa démarche. Après, que ce soit bien ou mal, c'est pas ça que je veux dire, mais de dire il y a encore un espoir puisque il a voulu provoquer un électrochoc. Manifestement, ça n'a pas pris longtemps pour qu'on lui dise que ça servirait à rien et que ça ne ferait rien. Et il y a une forme de nécessité pour lui de continuer à dire ça. Ce qui est très intéressant, c'est la réapparition extrêmement rapide de la notion de dissolution, à laquelle on avait cru que dans un premier temps, Emmanuel Macron avait dit il y a un an, non, c'est pas envisageable. Et à recommencer en disant je n'ai pas l'intention de dissoudre. On peut continuer avec François Bayrou. Et là, quand on écoute Gérald Darmanin ou quand on écoute un certain nombre de personnes, on se dit qu'il y a pas mal de personnes qui se posent cette question-là, pour finalement dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité. Pour essayer d'en avoir une, il faut mieux retourner aux urnes et devant le peuple. Donc c'est quelque chose, c'est une idée qui est en train de progresser et il faut voir comment elle va faire son chemin. C'était aussi quelque chose qui pouvait dissuader les oppositions de vouloir renverser François Bayrou, se disant on n'est pas forcément prêt. Puis il faut savoir qu'on a quand même en mars, on a les municipales, mars 2026. Donc tout ça, ça va bouchonner, si j'ose dire. Et qu'il faut, à partir de là, aussi que les relations se clarifient en termes d'alliance entre les socialistes et les filles, et qu'elles se clarifient aussi à droite. Donc je ne dissoudrai pas, si vous êtes gentil, pouvait être une arme. Maintenant, on a l'impression que tout est ouvert. Yael, quelle est votre analyse? La vérité, c'est que François Bayrou, ça va être très très long d'attendre le 8 septembre, un dénouement qui est déjà arithmétiquement écrit. Donc en fait, on a une période très compliquée qui s'ouvre de 13 jours, où même les ministres sont démonétisés et affaiblis par la manœuvre de François Bayrou, puisqu'ils n'ont plus aucune autorité sur rien, à part faire des affaires courantes.
C'est ce que me confiaient plusieurs membres du gouvernement. Donc le pays est sur pause pour les 10 prochains jours. Se déplacer pourquoi ? Pour quel projet de loi ? Tout est mis en sommeil, tout est mis dans un tiroir en attendant un hypothétique futur gouvernement. Mais quand on a dit ça, pardonnez-moi simplement, est-ce qu'il y a encore un espoir de négocier quelque chose pour François Bayrou ? Ou pas du tout, puisque les oppositions ont clairement dit, y compris le Parti socialiste, qui était un peu le seul espoir potentiel, que c'était fini, en fait, qu'il ne voterait pas la confiance. Puisqu'il reste 12 jours, on peut toujours être surpris par une nouvelle manœuvre. Mais là, les choses ont été dites depuis hier, dans la foulée de sa conférence de presse. On savait arithmétiquement que le PS, LFI, les écologistes, les communistes et le RN étaient dans l'idée de voter la défiance à François Bayrou. Et en plus, arithmétiquement, c'est beaucoup plus simple de le renverser par l'article 49 alinéa 1, celui qu'a choisi François Bayrou, que par une motion de censure. Juste un petit rappel du droit constitutionnel. Lorsque vous faites un 49.1, donc vous demandez la confiance, c'est une majorité simple qui suffit. Lorsque vous faites une motion de censure, que les oppositions veulent censurer le gouvernement, il faut une majorité absolue. Donc c'est l'ensemble plus difficile de l'Assemblée d'atteindre. pour la censure. Voilà. Et les suffrages exprimés seulement, entre guillemets, pour le fameux vote de confiance. Donc on ne voit pas comment François Bayrou survivrait à cette opération. Et donc la question qui se posera ensuite, la question suivante, on est déjà dans l'après en réalité. Nathalie disait dissolution, certains diront démission d'Emmanuel Macron, ou nouveau gouvernement de parenthèse en attendant la censure sur le budget à l'automne. Vous voyez, on entre vraiment dans un chamboulement et une crise de fin d'année de la Ve République. Est-ce que cette question de la dissolution, dont ont parlé plusieurs personnes, et notamment, je crois que la première, c'était hier, Marine Le Pen, qui a dit « nous, on veut la dissolution », et effectivement, Gérald Darmanin le disait ce matin sur France 2, on va avoir du mal à éviter, il y a un risque, on va avoir peut-être du mal à l'éviter. Bruno Cotresse, est-ce que pour vous, effectivement, c'est un passage obligé, la dissolution, au vu de la situation ? Il y a deux manières de voir que ça serait un passage obligé. Est-ce que c'est obligé constitutionnellement ? Non, c'est pas obligé. Effectivement, Emmanuel Macron peut essayer une nouvelle solution, peut essayer de trouver une personnalité qui présenterait un programme, au fond, moins douloureux que celui de François Bayrou. Mais ça voudrait dire aller vers la gauche, ce qui s'est refusé à faire. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, il peut essayer, évidemment. Par contre, on voit que politiquement, l'accumulation de confusion, de perte des repères par tout le monde depuis 2 ans commence à être quand même très, très, très importante. Beaucoup d'enquêtes d'opinion montrent une situation dans l'opinion qui est une situation de très grande confusion. Les gens ne savent plus où on est, où est-ce qu'on va. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai, au plan démocratique, de redonner la parole au peuple souverain semble une idée qui va d'elle-même, qui est une idée de bon sens. Mais c'est vrai que si ça ne change rien, on peut comprendre que le chef de l'État puisse hésiter, parce que si le chef de l'État, à l'issue d'une nouvelle dissolution, se retrouve dans la même situation politique, à ce moment-là, il va être en première ligne. Mais il y a quand même ce risque de se retrouver à nouveau dans la même situation politique, non, Nathalie ? Qu'est-ce qui a changé, en fait, en 1 an, là, depuis la dernière dissolution ? Rien, on a eu un défilé de têtes et de gens qui, à chacun à leur manière, ont essayé d'éprouver une méthode. Certains en essayant de durer, si j'ose dire. Puis François Bayrou, en décidant qu'il avait arrêté de durer, puisqu'on l'accusait de vouloir que gagner du temps, c'était mauvais pour le pays. Sur la dette et sur le budget, il est fidèle à lui-même. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Ça fait 20 ans qu'il est obsédé par cette idée et il a voulu faire une espèce d'opération vérité qui était vérité au bon sens du terme, un peu opération en découplant, c'est-à-dire en disant vous allez me donner la confiance sur le diagnostic, puisque le diagnostic, en gros, est partagé, sauf ceux qui sont dans un déni total. Mais la façon d'en sortir, on fera ça plus tard. Ça aurait pu marcher. Moi, j'ai été étonné que le Rassemblement national dise tout de suite non, parce qu'il aurait pu aussi s'abstenir, en considérant que ce n'était pas le moment. J'ai même été étonné aussi, mais pouvait-il faire différemment, que Raphaël Glucksmann soit sur la même ligne que le Parti socialiste officiel, canal historique, et qu'il n'y ait pas de nuances pas plus de nuances que ça. Mais après, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que doit faire et qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron. Il y a 2 choses. Il y a des choses qu'il peut faire et ce qu'il doit. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a ceux qui demandent la dissolution, il y a ceux qui l'envisagent, et ceux qui demandent son départ. Ouais, ça, on va y revenir. De toute façon que c'est terminé et que c'est même pas des législatives. Il faut que le recette se fasse au niveau de la présidentielle. Doit-il rester ? Peut-il rester ? Oui. Doit-il ? Mais les institutions le laissent jusqu'en 2027. Cette question-là, Eyal, ça va vous faire réagir. Cette question de est-ce que Emmanuel Macron doit rester ou partir, elle a été reposée une nouvelle fois par la France Insoumise, par Jean-Luc Mélenchon ce matin, qui a fait une annonce. On va l'écouter, puis on en parle juste après.
M. Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de M. Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la partir. motion de destitution. Donc il doit partir pour vous. Bien sûr, puisqu'il est la cause. Une procédure de destitution qui sera donc lancée par la France insoumise. Ça peut aboutir ou pas? On sait que c'est leur rengaine, c'est ce qu'ils veulent depuis le début, ils l'ont toujours dit. Ça ne peut pas aboutir constitutionnellement sur la base d'un vote des députés. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des députés qui décident d'une motion de destitution et au revoir le président, où elle serait symbolique, purement symbolique. L'article 68, je parle sous contrôle de Bruno Cotresse, qui connaît ça encore mieux que moi, borde les choses et c'est en cas de haute trahison, dans des cas très spécifiques, qu'on peut destituer un président en France. Mais ça sert à quoi alors pour LFI de dire ça? Mettre une pression énorme sur les épaules d'Emmanuel Macron, à dire que c'est à lui peut-être de partir avant pour espérer provoquer une présidentielle anticipée. De toute façon, la stratégie est celle de vraiment de créer un immense désordre maintenant dont il tirerait les bénéfices ensuite. Puisque le 10 septembre, Jean-Luc Mélenchon continue à dire qu'il faut mobiliser un maximum, qu'il faut toujours la grève générale. Donc la chute de François Bayrou ne suffira pas aux Insoumis. Il faut aussi derrière le mouvement social. Et puis ensuite, plutôt qu'une motion de censure, puisqu'elle n'a plus de valeur si Bayrou est déjà parti, demander la destitution d'Emmanuel Macron. Donc en fait, très vite, la balle va être dans les mains d'Emmanuel Macron à l'Élysée. La pression va être sur ses épaules. Elle est dès aujourd'hui. Elle est, surtout quand un ministre comme Gérald Darmanin dit sur France 2 ce matin que la dissolution est une question qui se pose. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, sommet des océans à Nice en juin. Disait je ne veux pas redissoudre, mais je ne me priverai pas de cet outil le cas échéant. Mais je ne veux pas redissoudre. Donc il serait lui-même pris dans une contradiction énorme après un an et demi de déclaration, 1 an de déclaration où il n'était pas question de redissoudre. Et donc ça veut dire là, si je vous comprends tous bien, que c'est au final Emmanuel Macron qui est en train de subir et va continuer à subir les principales conséquences des annonces de François Bayrou hier, de ce vote de confiance et de sa dissolution. C'est le cauchemar de la dissolution décidée le 9 juin. C'est encore les conséquences de la première dissolution. Bien sûr. C'est non seulement les conséquences de la dissolution, mais c'est les conséquences de l'après-dissolution surtout. C'est-à-dire le refus d'Emmanuel Macron de nommer une personnalité de gauche, déjà pour donner la chance à la gauche qui avait gagné une majorité de sièges, au fond, de pouvoir faire ses preuves, quitte à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale sanctionne tout de suite, effectivement. Et puis, c'est les conséquences aussi de cette gestion qui est, au fond, d'avoir dit aux partis politiques, maintenant, mettez-vous autour de la table, discutez et faites preuve de responsabilité. Mais le chef d'État, lui, il a été élu en 2022 pour conduire le pays. Il ne peut pas simplement dire aux partis politiques, réunissez-vous, discutez, faites preuve de sens patriotique et trouvez des accords sur des points de politique publique sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Lorsque le chef de l'État, au lendemain de la dissolution, prend compte des résultats et s'adresse à nouveau aux Françaises et aux Français, eh bien, il dit qu'il faut que chacun en vienne à l'esprit de responsabilité, se mette à la mesure, au fond, de la situation que nous vivons. Mais le chef de l'État a laissé après un peu le dossier en l'état. On ne peut pas dire que le chef de l'État, après, est vraiment mis son capital politique pour faire de cette situation quelque chose de gérable. On parlait il y a quelques instants des forces en présence et de qui va voter contre cette confiance ou pour cette confiance. On apprend à l'instant que Bruno Retailleau, donc qui est à la fois ministre de l'Intérieur et aussi patron des Républicains, vient de se positionner très clairement. Voter contre la confiance à François Bayrou, ce serait voter contre les intérêts de la France. Donc là, lui, pour le coup... attendez, là, ça serait le bouquet. Oui, il ne peut pas s'auto... Oui, certes, mais on ne l'avait pas encore entendu. On ne l'avait pas entendu. Compliqué pour un ministre de premier plan à l'Intérieur de dire « je ne vote pas la confiance au gouvernement auquel j'appartiens ». En réalité, vous allez avoir un débat très fort chez les LR. Le groupe LR à l'Assemblée, ça a déjà commencé ce matin, Laurent Wauquiez veut consulter ses députés. Et il n'est pas impossible qu'à la fin des fins, il y ait une liberté de vote, pas de consigne, le 8 septembre, pour les Républicains qui sont dans la coalition avec le socle commun. C'est vous dire à quel point François Bayrou risque vraiment de prendre une déculottée dans ce vote de confiance énorme. Et puis il peut aussi y avoir beaucoup de LR absents ce jour-là. Donc là, on parle du partenaire numéro 1 du bloc central, qui sera peut-être dans la liberté de vote
le 8 septembre, donc c'est pour vraiment que vous imaginiez bien qu'il n'y a pas d'issue en réalité favorable pour François Bayrou le 8 septembre. Nathalie, aussi sur les propos de Bruno Retailleau, et si bah, vous voulez ajouter quelque chose. Non, vu la situation politique française, on cite que Emmanuel Macron a dit de François Bayrou que c'était un ami, un compagnon de route, en ayant l'air de s'extasier comme si c'était quelque chose. Alors que normalement, c'est un petit peu le cas, mais on sait qu'il y a toujours eu des détestations ou des haines personnelles. Mais enfin, globalement, il y a un peu de dignité quand même. Et là, maintenant, effectivement, Bruno Retailleau ne peut pas aller au-delà de cette espèce de schizophrénie qui fait que le matin, il est président de DLR et le soir ou l'après-midi, il est ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est le minimum. Mais ce que dit Yael est vrai, c'est qu'à l'œil, de toute façon, optiquement, quand les deux chiffres seront là, les deux nombres seront là, de ceux qui le soutiennent et de ceux qui le condamnent, si on a un delta, alors là, on est parti pour un delta de 50, quelque chose comme ça, si on a un delta de plus, ça va être véritablement un aveu d'impuissance totale, parce que alors ça va continuer l'explosion généralisée des partis. Donc effectivement, Wauquiez, qui a toujours pas digéré l'élection de Bruno Retailleau, peut effectivement faire pression. S'il y a une liberté de vote, on ne saura plus où est LR. Et si Emmanuel Macron avait l'idée de nommer Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin ou quelqu'un d'autre, vous imaginez à quel point ça va être sympa de faire une majorité avec un LR qui est coupé en deux. Je rappelle qu'il y a 8 ministres LR quand même. Voilà, il y a un moment donné où, pour le coup, c'est extrêmement... On paye, certes, la dissolution, la prédissolution, mais on paye la non-campagne pour le deuxième quinquennat, on paye la non-campagne pour les législatives. Enfin, on paye plein de choses. Et là, la note est quand même relativement élevée. Bruno Cottrell, je vous vois. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un peu ça qui est en cause et qu'on paye effectivement. C'est l'absence de campagne 2022. Au fond, qu'il y a un désaccord national sur l'origine de nos déficits publics et les remèdes à apporter, quoi de plus normal en démocratie. Ça n'a pas été le centre de la campagne en 2022, ça n'a pas été non plus vraiment le centre de la campagne en 2024, et puis on se retrouve là face à une question considérable, une des plus importantes questions pour une démocratie moderne, comment on gère l'argent public de notre pays, quelles sont les priorités de l'action publique, et puis on est presque dans l'incapacité aujourd'hui de dire où sont les priorités. Qu'est-ce qu'on fait en 1, qu'est-ce qu'on fait en 2, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire, qu'est-ce qu'on continue à faire. Or, ça, c'est un débat politique absolument passionnant, c'est un débat politique magnifique. Mais on n'arrive plus à avoir de débat sur politique les priorités de l'action publique, c'est le cœur du débat compliqué. politique normalement. Et effectivement, on l'a pas. Il faut un temps de campagne, c'est-à-dire que là, vous avez eu Il faudra un temps de réflexion avant le temps de campagne. Il y a eu, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent déjà. Il y a eu 3 semaines. Rappelez-vous, le nouveau Front populaire, il se crée dans une urgence avec une plateforme minimale à peine discutée. C'était l'urgence contre le RN. C'était ça, le nouveau Front populaire, créé après le 9 juin 2024. La campagne dure 3 semaines. C'est extrêmement court pour concevoir et débattre, vous dites, sur les sujets de société, les priorités, etc. Et avant 2022, la présidentielle, c'était l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Et Emmanuel Macron est resté sur ce créneau international et on n'est pas rentré dans la politique économique, sociale, budgétaire, environnementale. Donc finalement, les 2 rendez-vous démocratiques clés de 2022-2024 ont été escamotés. Si on se met dans l'optique du 8 septembre, François Bayrou tombe, il n'y a pas de dissolution parce que Emmanuel Macron décide de ne pas y aller. Ça veut dire nommer un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Nathalie, on a pas mal entendu hier parler de gouvernement technique. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose qui revient, qui est extrêmement récurrent et qui, sur le fond, ne veut rien dire. Si vous décidez d'augmenter le SMIC, si vous décidez de ne pas geler les pensions de retraite, c'est certes technique, mais c'est aussi politique. Si vous faites un choix, si vous rétablissez l'impôt sur les grandes fortunes, si vous changez la taxation, si vous prenez une taxe Zuckman ou autre pour imposer différemment si vous changez l'héritage, ça peut avoir l'air technique, mais c'est pas technique du tout. C'est une philosophie économique. Donc un gouvernement technique, je vois pas. À chaque fois, c'est ça. Il y a un moment donné où la politique, c'est pas quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de dégoûtant. Il faudrait un technicien, vous voyez, qui serait absolument dénué on pourrait pas le critiquer. Non, il faut. Et là, je rejoins Yael en disant qu'il a été escamoté, mais ça risque de l'être maintenant, parce qu'on se retrouve quand même avec un DLR qui n'ont pas eu le temps de travailler à leur programme. Moi, j'ai regardé les programmes pendant la campagne Retailleau-Wauquiez, il y avait 5 lignes sur chaque... Enfin, j'exagère. Mais en plus, c'était à peu près... Donner plus de pouvoir aux adhérents LR, dans des comités locaux. C'est comme si on était contre la mort et contre le cancer. Oui, bien sûr. Il y avait ça. Alors, il y a l'immigration systématiquement, ça, d'accord. Moi, le Rassemblement national, j'ai toujours pas compris non plus ce qu'il voudrait faire. Et comment il le ferait.
pour la sécurité sociale, pour le PLFSS? Est-ce que les franchises, et comment on paierait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on taxerait les riches? Est-ce qu'on augmenterait les impôts? Le Parti socialiste, il y en a deux. Parti socialiste dans l'état actuel des choses. Je ne vous fais pas le coup de gauche irréconciliable. Mais manifestement, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu récurrent aussi. Bon, comment voulez-vous? Mais au final, personne n'est prêt. Personne n'est prêt à cette situation. Mais non, ni le gouvernement, ni le socle commun, ni les oppositions. C'est ça le résumé. Ni Édouard Philippe qui prend le temps de dire, moi je parlerai au dernier moment, mais aura-t-il cette occasion? Oui, c'est un peu ça le cœur du problème, effectivement. Alors, quand on écoute les responsables politiques, eux disent qu'ils ont mis des propositions sur la table. Le Rassemblement national ne cesse de répéter que fin juillet, Marine Le Pen a adressé une lettre argumentée au Premier ministre pour faire état des propositions. La gauche aussi dit, nous, on a des propositions à faire. On est venu aux discussions avec François Bayrou avec des propositions. Donc, eux disent, on a travaillé, on a des propositions. Mais c'est vrai que, par exemple, le Parti socialiste, en ce moment, dit beaucoup qu'il se remet au travail, qu'en interne de la machine du parti, il y a des réflexions. Et on est qu'au début des conventions thématiques, tout ça. Donc on est au début. Ça doit vraiment un travail de 2 ans. De ce blocage de notre système politique, à la fois au relatif blocage aujourd'hui presque institutionnel, et puis aussi une sorte de panne démocratique. Nous, on le voit dans les enquêtes d'opinion qu'on réalise au CEVIPOF. On voit ce regard que les Français portent sur la vie de la politique, sur l'univers de la politique. C'est absolument calamiteux, c'est absolument terrible. Les gens sont désespérés au fond de la politique aujourd'hui. Bon, vous savez quoi, on va essayer de se donner un petit regain positif avec le débat à venir, parce qu'il y aura des politiques sur ce plateau et on va essayer de les interroger justement sur leurs propositions. On fait quoi si le gouvernement Bayrou tombe? Quelles sont les propositions des uns et des autres? Ce sera la question centrale. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous avant